Bonjour les amis et bienvenue pour un débrief des finales NBA. On est où Erwan? On est à la web média, il est 7h du matin, je suis en pleine bourre. Il est 7h du mat, nous sommes tous les deux avec Erwan pour parler de cet incroyable match 1 entre les Cavs et les Warriors. On va pas se cacher, il y a énormément de choses à dire. J.R. Smith, évidemment, KD, LeBron, Curry, le coaching, Jamal McGee, il y a énormément de choses à dire. Draymond Green, plein de choses à dire. On voit déjà très chaud dans les commentaires, on va pouvoir les prendre tranquillement tout au long de l'émission, des petites questions à la fin et plein de petits débats qu'on s'est concoctés avec Erwan. Il est 7h du mat, on est en direct et on aime ça. On aime ça, on s'est décollé les yeux et puis tout va bien. On a l'air en bonne santé en tout cas. J'espère, en tout cas, on a pris une maquilleuse. Très bien, là, regarde, c'est très bien. C'est pour ça qu'on paye une maquilleuse. Bravo à Léa qui me régale. Je vais fermer comme ça. Bravo, Erwan a décidé de fermer. Bref, on va partir directement sans jingle, sans chichi, sans rien sur ce match 1, gagné par les Warriors 124-114 après prolongation. Mais on va aller directement au moment chaud, à la patate chaude de ce match-là. J.R. Smith, alors qu'il y a 107, les amis. 2 lancers francs à tirer après une faute hyper litigieuse sur KD, mais on y reviendra plus tard dans le déroulé du match. 2 lancers francs pour donc notre ami George Hill. Il met le premier, Coronest. Le deuxième, le masque, il rate très court. Rebond offensif de J.R. Smith qui inexplicablement remonte, regardez l'image, remonte au milieu du terrain pour gagner du temps. On a vécu là un moment juste d'histoire, Erwan. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu J.R. Smith faire n'importe quoi comme ça? Moi, en fait, J.R. Smith, on le raille souvent pour l'ensemble de ses frasques. C'est un bon joueur, mais on le raille pour l'ensemble de ses frasques. C'est un joueur un petit peu particulier. Moi, là, ça m'a pas fait rire du tout. J'ai trouvé ça mais catastrophique. Comment, à ce niveau-là, tu ne peux pas avoir en tête le score? Quand même, je sais pas, le score, la première chose d'avoir le score en tête. À connaître le score dans un match aussi serré, tu sais si tu mènes pas. En plus, il y a eu des mano à mano, Cleveland est passé devant. Les Warriors sont revenus, tu as la chance de pouvoir gagner le match 1 des finales à Golden State et tu ne connais pas le score. mais t'es plus marrant, J.R. Smith. C'est plus marrant. Et puis, au-delà de ça, donc déjà, il y a ça. Et en plus, il lui reste un temps mort. Et là, pour le coup, pareil, il sait pas qu'il a temps mort, il sait pas qu'il a le score. En fait, il a presque oublié avec qui il jouait. Je pense qu'il a peut-être cru que c'était un Warriors. J'ai pas compris. Ils étaient 6 contre 4 là-dessus. On n'oubliera pas quand même que George Hill a le lancer franc pour passer devant 4 mais secondes de la fin. Il était en pleine bégayance. Je pense il a mis le premier. Je pense que tu vois, il a fait l'essentiel. Quand tu es à -1, t'en mets un, c'est l'essentiel. Tu mets le deuxième, on te dit bravo. Le deuxième, il est raté vilain. C'est pour ça que le rebond est très court et que KD, d'ailleurs, se fait prendre au rebond offensif. Ça aussi, il faudra qu'on en parle, mais parce que bon, on en parlera plus tard. Il a dormi. Mais honnêtement, on a assisté à un moment d'histoire, pas le plus beau. Mais c'est un moment d'histoire. Ça me rappelle, alors c'était à la fac, c'est Chris Webber qui prend le temps mort avec Michigan contre North Carolina. C'est Nick Anderson qui rate 4 lancers francs d'affilée. Voilà J.R. Smith, dans quelle catégorie il vient de se ranger aujourd'hui dans les moments de l'histoire. Ce qu'il a fait, c'est minable. C'est minable. Et quand je vois la réaction de LeBron, il n'y a plus de mots. Il il le regarde, lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et le gars lui dit quand même, ah bon, je ne savais pas que nous étions devant. Parce que les images sont sorties, on lit sur ses lèvres, je pensais qu'on était devant de 1 point. Mais t'es complètement con, mon pauvre. Je suis désolé. Et surtout qu'il fait un match plutôt honnête. J.R. Smith, il fait une bonne entame. Défensivement, il se met dans les clous. Mais comment, on fait tous des erreurs sur un terrain, ça va vite. On manque d'oxygène sur des fins de match, sur une tension comme celle-là. Mais je te dis, c'est inadmissible. Et on voit, alors, toutes les moqueries, nos pauvres amis de Cavs France, je pense qu'ils ont dû vivre une très mauvaise soirée parce que ce match-là, les Cavs, ils l'ont dans les mains. Ce qui est vraiment dingue, c'est qu'à tous les niveaux, tous ceux qui ont joué au basket dans leur vie ont toujours connaissance du score. Il peut arriver des dingueries. Ça peut arriver de ne pas faire faute. Ça peut arriver de demander des temps morts pensant qu'il y en avait un. Mais à ce niveau de compétition, à ce niveau de concentration demandé, on ne comprend pas comment J.R. Smith le score a pu lui échapper. En fait, c'est une incompréhension. C'est pour ça qu'on est aussi énervé. Sur le moment, on était complètement choqués. Moi, sur le moment, je fais waouh. J'étais fou. C'est même pas marrant. Il n'y a même pas de quoi rire. Que tu sois fan des Warriors, des Cavs, il n'y a rien de marrant dans tout ça. Il n'y a rien de marrant dans tout ça. Parce que cette équipe-là, elle fait le match qu'il faut. Ils vont en prolongation. Et honnêtement, la prolongation, elle est biaisée, elle est flinguée. S'ils vont en prolongation avec un tir raté derrière au bout des 5 secondes ou sortie de temps mort, c'est pas grave. Là,
Là, il flingue, toute son équipe. Et d'ailleurs, en prolongation, on les voit exploser 17 à 7. Mais LeBron, cette image de LeBron qui le regarde, il fait mais il est là-bas, le panier, qu'est-ce que tu branles? Et lui qui lui dit je croyais qu'on était devant. On dirait un élève qui a 3 de moyenne, qui comprend rien à l'école. Enfin, c'est. J'ai même plus les mots, il n'y a même plus de mots. On a rarement vu autant de bêtises, de stupidité. C'est un joueur qui a plein de talent, mais au bout d'un moment, faut payer le DF, quoi. Faut payer le DF pour que l'électricité arrive jusqu'en haut, quoi. Clairement, on a assisté donc à un moment d'histoire. Erwan a cité des grands moments, évidemment, et on s'en souviendra très longtemps. Et cette action, quelle que soit la suite des événements, restera gravée dans la carrière de lui. Et maintenant, on pourra dire ah, il a fait une J.R. Smith. Parce que jusque-là, j'avais aucun exemple de mec qui était capable d'une dinguerie aussi incroyable. Bref, on a parlé de ce moment très précis, mais on va parler de tout le déroulé du match. Et on va commencer par LeBron et cette première mi-temps où les Cavs ont été vraiment surprenants. Ils ont même dominé les Warriors qui étaient dans un moment, je ne sais pas comment le dire, ils étaient suffisants. Hein, clairement, ça finit à 122-114. Hein, LeBron a 51 points. On va s'arrêter là-dessus ensuite. Mais là, on va faire le déroulé. Les Cavs nous ont surpris. D'abord par leur sérieux, par leur concentration et par leur mental. Il y a eu des moments, ils ont été à plus 11 un moment, mais ils ont été aussi devancés par les Warriors. Ils sont toujours revenus, même dans le troisième quart-temps. Ils ont été au rendez-vous, nos amis. Ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont été au rendez-vous clairement dans l'impact, dans le combat. On savait qu'il fallait qu'ils amènent un combat. On savait que les joueurs du banc devaient amener un petit plus. Ça a été le cas avec Jeff Green, avec Larry Nance Jr. On a adoré son passage. Avec Jordan Clarkson. Ouais, bon bâtard lui aussi. On en parlera dans les top flops à la fin de l'émission. Il y a eu des bons passages du banc. Alors, emmené par un LeBron XXXL encore une fois, mais derrière il y a eu quand même un supporting cats un petit peu au niveau. Tristan Thompson, on lui sortait pas du banc, mais a été bon aussi dans l'impact. Il a provoqué des fautes sur des rebonds offensifs, même si dans les stats finalement ça s'est pas vu tant que ça. Donc ils ont fait le match qu'il fallait. Kyle Korver met un petit triplé quand il faut. Un peu plus tard. Jeff Green met un tir super important à un moment donné où il y a un petit écart de 6 points, boum, il remet un panier pour recoller. Il a été entouré par des mecs qui ont été au rendez-vous. Après, il y a des erreurs, il y a des prestations, celle de Clarkson qui est inadmissible. Et puis il y a cette fameuse erreur, on ne va pas en revenir toute l'émission, mais sur J.R. Smith qui le flingue. Et on a tous ce petit goût amer pour LeBron, qu'on soit fan ou pas. On a tous un goût amer pour LeBron parce qu'il a été encore une fois fantastique. Ils ont fait le match qu'il fallait d'un point de vue du sérieux. Ils ont été, à part Clarkson qui a pété les plombs, a pris des shoots, ça a été un trou noir. Il n'a fait que ça, le gars. Mais c'est vrai que quand je pense à Jeff Green, quand je pense à la première mi-temps de Larry Nance Jr. qui finit à 8 points, 7 rebonds et avec un vrai impact dans le jeu, ils ont réussi à suppléer un LeBron James de gala, un LeBron James historique. Il finit à 51 points, 8 rebonds, 8 passes. C'est sa plus grosse marque en carrière en finale. Hein, évidemment, 51 points. C'était 44 la dernière fois. C'était en 2015 quand Kyrie et Love avaient été blessés. Kevin Love, on en parlera après, il fait un super match lui aussi. Mais regardez, on s'arrête sur le King. 19 sur 32 au tir. Il a été magnifique. Il n'y a aucun joueur côté Warriors qui a été en mesure de l'arrêter, de le contrôler. On l'a vu au drive, on l'a vu au dunk, on l'a vu au tir à 3 points. Et il a pris encore une fois son équipe sur les épaules. Il a dit, regardez, je vais vous montrer le chemin. Clairement, on sent que Iguodala manque clairement à cette équipe-là. C'est son défenseur numéro 1. On va pas l'oublier cette fois-ci. Kevin Durant n'a pas été à la hauteur défensivement, n'a pas été à la hauteur sur ce match-là. Et dans son match-up avec LeBron, il s'est fait clairement marcher dessus de manière assez surprenante. Quand même, il y a vraiment entre les deux, il y a eu un écart terrible. LeBron marche sur l'eau sur ses playoffs et c'est vrai que finalement Iguodala est l'homme désigné. Alors, il ne l'aurait pas été à 15 points, c'est sûr. Non. Mais en tout cas, on sait qu'il le connaît bien. Il aime bien même cette tâche-là. Il aurait peut-être rendu la tâche plus compliquée, c'est sûr. Même Draymond Green, finalement, s'il a assez peu mis sur LeBron James, il s'est beaucoup occupé du cas Kevin Love. Et il a fait beaucoup d'autres choses sur le terrain. Donc, non, clairement, les Warriors ont eu une grande difficulté à réduire l'impact de LeBron James. D'ailleurs, Steve Kerr a dit que sur le match 2, c'est l'être une de leurs priorités aussi, c'était quand même de réduire un petit peu l'impact en attaque de LeBron James, parce que c'était beaucoup trop et que ce soir, mine de rien, ils avaient frôlé la correctionnelle. Les amis, dans les commentaires, dites-nous vite fait en un mot ce que vous avez pensé de la performance XXL de LeBron. C'est toujours intéressant. On rappelle que c'est historique. Alors d'abord, il y a plein de stats qui sont sortis juste après ce match sur LeBron. La première, c'est que sur les Game 1, et pas sur la performance en termes de points, il est à 1-8. Donc une victoire, 8 défaites sur le Game 1. Et la seule victoire qu'il a, c'est contre... Attends, laisse-moi réfléchir. Non, alors c'est pas contre OKC. C'est une surprise. C'est pas contre OKC. Il n'y pensera pas. C'est pas contre les Spurs parce qu'il s'était fait C'est pas contre, dis-moi un truc là.
C'est contre Dallas. C'était trop long. C'était contre Dallas. Quand il perd. Quand il perd, la seule victoire sur un Game 1 de LeBron. Donc on peut imaginer que derrière, il continue les performances XXL. C'était la 5e meilleure marque dans l'histoire des finales NBA. Il y a eu du Jerry West, il y a eu du, je sais pas, il y en a eu des tonnes, des mecs magnifiques. Mais LeBron, avec Edwin Baylor, entre autres, exactement, il a mis 51 points, c'est la 5e marque. C'est la 5e marque dans l'histoire. Ouais. Le 6e joueur aussi à faire 25, 8-8. Enfin, il a fait des trucs incroyables, je vais les reprendre. Et par contre, c'est le seul à l'avoir perdu. Et voilà. Et là, c'est du LeBron, quelque part. C'est ce que tu disais, c'est un petit peu l'histoire de LeBron James, des records individuels de plus en plus. Et encore, là, sur cette campagne de playoffs, c'est assez incroyable. Mais il perd. C'est assez fou de voir qu'il y a 6 mecs dans l'histoire d'NBA qui ont mis plus de 50 points dans un match. Et c'est le seul à avoir perdu. C'est le seul à avoir perdu. Alors, et c'est terrible. Alors, sur un constat froid de dire ouais mais c'est le seul qui a perdu, c'est dire ah ouais ben LeBron mais en même temps quand on regarde le match on se dit putain mais qu'est-ce qu'il méritait beaucoup mieux que ça. Ouais. Maintenant qu'est-ce que tu veux que je te dise il méritait au bout de sa performance. Ouais. C'est un petit peu l'histoire de sa vie. Après je te dis moi j'ai trouvé Cleveland très très bien. Pas sur Cleveland, j'ai encore d'autres stats sur LeBron, ne t'enflamme pas. LeBron est le seul joueur dans l'histoire à marquer ou faire des passes décisives pour 70 points dans un match de finale en perdant. Sur pareil, c'est-à-dire que sur un match où il perd, on n'a jamais vu une telle performance individuelle, que ce soit au point, ou que ce soit à la passe, ou au cumulé. J'ai une autre stat qui est très étonnante, avec Stephen Curry sur le dos, en défense. LeBron est à 6 sur 26 au tir, 19%. C'est pas une stat incroyable, ça? C'est une stat incroyable, mais qui s'explique. Qui s'explique parce que, et il l'a fait un peu sur la fin, mais il n'a pas assez fait. Il le joue de face, Steph complètement. Curry. Et c'est pas son jeu. L'avantage, quel est l'avantage premier de LeBron James face à Steph Curry quand on les met à côté? C'est le physique. Et lui, il a cette tendance à vouloir dire vas-y, je vais le jouer en bune à bune dans le dribble. Ouais, genre meneur de jeu face à meneur de jeu. C'est un petit peu le petit bémol qu'on peut mettre sur LeBron James. Si à un moment d'ailleurs, Tyronn Lue, c'est l'une des rares choses qu'il fait de bien. Il le sort à un moment donné parce qu'il fait 2 actions. Il tient la balle 20 secondes à chaque fois pour prendre les tirs compliqués. Il y a un rebond offensif et il refait la même sur l'action d'après. Il n'a même pas un tir. Il se fait intercepter la balle et il y a un peu de faute sur le poignet. Mais il est rentré des fois dans des délires de dribble où pendant 1 minute, quand il y a un rebond offensif, il tient la balle quasiment tout seul. Il faut que. Et quand il y a eu un peu plus de rythme avec ses coéquipiers sur des pick and roll, quitte à ce qu'il finisse ses actions, attention, des fois, ne pas trop garder la balle. Il y a eu dans le 3e quart-temps, il y a 2-3 séquences où vraiment là, il avait du cuir coincé entre les dents. Quoi. Il a graillé. Mais ce qui est dingue, c'est que je te rejoins complètement. Il y a eu des moments où les Warriors faisaient des runs et où la seule réponse des Cavs, c'était l'isolation de LeBron. Mais sur la fin de match, quand ils sont à -4, -6, et on se dit, ah, il y a eu un petit écart, ils vont gagner comme ça, LeBron met 2 dunks d'affilée, 2 lay-ups, enfin un lay-up et un gros dunk, et tu dis, waouh, il est revenu. Mais sur l'isolation, encore une fois. Sur l'ISO, alors dis-moi, j'ai envie de te poser la question, tu préfères une ISO? Moi, je suis surpris qu'ils jouent tout le temps des ISO plein fer. Plein fer. Je préférerais, même pour les. Et on voit que finalement, c'est quand Curry est sur lui, on voit Draymond Green et Durant déjà flotter un petit peu. Est-ce que faire une ISO quart de terrain, ça poserait pas plus de problèmes à la défense des Warriors? Le problème du quart de terrain, j'ai l'impression, et c'est parce que clairement c'est une tactique de le jouer dans l'axe et d'être de face, parce que sinon ce serait très bizarre. J'ai l'impression que dans leur tête, ils ont peur. Ils n'ont pas peur de la prise à 2, mais ils veulent pas la provoquer, ce qui est dommage. Parce qu'ils veulent que LeBron soit vraiment en bune à bune et qu'il le passe, et qu'il le cadre et qu'il aille au lay-up, puisqu'il y arrive très bien. Et le problème du quart de terrain, ils lui en ont donné beaucoup. Ils lui en donné beaucoup en plus. Le quart de terrain, ça te permet mine de rien d'avoir une prise à 2 et d'être à 3 contre 4 à l'opposé et de pouvoir flotter. Beaucoup plus que quand il y a 2 mecs dans les opposés, enfin sur les 2 côtés et que tu vois le jeu. Je pense que c'est ça le petit truc des Cavs, et c'est pour ça qu'ils ont choisi cette tactique-là. Ouais, ben ça se tient. Alors, moi je pense que j'aimerais bien avoir un peu d'alternance. Voilà, moi j'aimerais l'alternance. KD par exemple le fait très bien, pas sur ce match-là, mais il a des ballons poste bas, il a des ballons poste haut, il a des ballons en tête de raquette clairement pour jouer sur son dribble. Bref, il y a des variantes dans les trucs. Donc soit James Harden joue tous ces trucs de pick and roll ou du 1 contre 1 et il y a rien d'autre. Et ben c'est la même chose pour les Cavs. Il faut un peu d'alternance dans le jeu. Parce que là, alors l'ISO en soi, c'est déjà quelque chose d'assez prévisible et on est juste sur de la force pure. Mais en plus, ISO tout le temps dans l'axe, ça rend ce jeu ça rend le jeu des Cavs, mais ça on le savait, assez prévisible. Ça on le savait. On va sur un autre mec, on reste sur les Cavs, hein, parce que les Cavs nous ont fait une très très forte impression. On va parler de Kevin Love. Kevin Love a été très bon, franchement. Difficile de lui reprocher quelque chose sur ce match-là. Il est à 21 points, 13 rebonds, à 9 sur 20 au tir. Bon, on va lui reprocher un truc quand même, c'est son 1 sur 8 à 3 points. Et ouais, il avait le droit de mettre une ou deux filoches en plus. Oui. Après, il est oublié, le père Kevin Love, à un moment donné, et ça correspond au moment en plus où LeBron James commence à faire du tricot, et Kevin Love, il met 2 petits hooks.
On en parle, il met 2 petits hooks sur le post-up et il est défendu. Tout le monde. Il est défendu par Livingston, il me semble, sur les changements. Il met 2 petits hooks et ça amène de l'alternance enfin un petit peu dans le jeu des Cavs. Et il est oublié derrière. Clairement. Derrière, il est complètement oublié. Jeff Green met 2 heures à lui mettre un ballon. Il est intercepté par Draymond Green. Et ensuite, c'est Jeff Green ou George Hill qui a du mal aussi, alors que c'est simplement aller faire des petits feintes de passe, une passe à terre. Bah oui. Et sur le post-up, il aurait pu se mettre un peu plus en confiance et aller gratter des points un petit peu plus près du cercle. Je crois qu'une fois de plus, alors il met 21, c'est pas mal. Il est maladroit à 3 points, mais je pense que dans le 3e, 4e quart-temps, on l'oublie un petit peu sur le post-up et c'est vrai amener de l'alternance. Et surtout que les Cavs ont souvent eu des secondes chances parce que très agressifs au rebond offensif. Parfaite transition. Je voulais t'amener sur ce terrain-là. Les Cavs ont été très sérieux. On est rodés tous les deux. On est rodés. Écoute cette stat incroyable. Le meilleur punch, tu paf. à la mi-temps, les Cavs menaient d'une dizaine de rebonds avec beaucoup de rebonds offensifs. 7, il me semble. Pas 25 à 12, c'était plus. Ouais, c'était 25 à 12, dont 7 rebonds offensifs. Ça finit le rebond à 53 pour les Cavs. Donc c'est énorme contre 38 pour les Warriors. Et les Warriors, à la mi-temps, ils ont décidé de faire un changement tactique. Steve Kerr a relancé Javal McGee pour une superbe séquence, pour plusieurs très bonnes séquences, et un Shaqtin' Fool comme seul lui peut le faire. Incroyable. Et J.R. Smith. J.R. Smith. Tu te souviens, dans les previews, on avait dit être agressif au rebond offensif. On avait vu que face à Houston, ils avaient énormément souffert avec PJ Tucker et Clint Capella sur la guerre du rebond. Et ça a été le cas encore aujourd'hui, un petit peu avec Larry Nance Jr. 19 rebonds offensifs, avec Tristan Thompson. Ils ont lâché, rendu beaucoup de secondes chances. Les Warriors, je suis pas sûr que les Cavs en aient profité assez. Mais en tout cas, c'est une stat, c'est très importante et j'espère que le coaching staff des Cavs va creuser là-dessus parce que c'est un vrai point faible côté Golden State. La preuve, c'est que Steve Kerr a dû relancer le grand Javal McGee. Mais pour le meilleur. Et pour le meilleur. Et d'ailleurs, il n'est pas allé. J'ai l'impression qu'il n'est pas allé complètement au bout de son idée, même si le passage a été bon. Après l'autre, il n'est pas obligé de faire un espèce de 360, se prendre un bump par le cercle. Enfin, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Alors qu'il est fou, ce mec-là. Il est tout seul. Il a 4 minutes de très haut niveau. Il tient LeBron sur les cannes. Il prend des rebonds. Il met 4 points. Et puis il se grille tout seul avec cette farce. Bon voilà, mais en tout cas, on retiendra quand même que le passage de Magui fait du bien et surtout au rebond. À un moment donné, il prend un rebond, il fait du bien, et sortir un peu des rebonds un peu plus clean, ça va être important. Il y a une réflexion à faire là-dessus autour des Cavs aussi. On l'avait dit. Il y a un problème côté Warriors pour gérer le rebond. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout gérer. On ne peut pas jouer small ball, on ne peut pas avoir joué en 5 avec Draymond Green la plupart du temps et être vaillant au rebond. Les amis, je vois dans les commentaires, vous parlez beaucoup des arbitres. On se le garde pour plus tard. Pour l'instant, on va parler des joueurs et du jeu, c'est plus intéressant. Mais il y a 2-3 trucs à dire sur les arbitres. On continue sur les Warriors, du coup, puisqu'on a parlé de Javal McGee. Ça a coïncidé son entrée avec le 3e quart-temps, le temps fort des Warriors. Ils ont fait 2 runs où ils étaient à +6, +7. Les Cavs sont à chaque fois revenus, ont colmaté les brèches. Et est-ce qu'on peut pas mettre ce moment sur les épaules de Kevin Durant? Et là, je t'amène directement dans le duel entre LeBron et Kevin Durant. Kevin Durant qui finit quand même avec des stats, tu vois, c'est ça qui est dingue, avec des stats de très haut niveau. On parle de 26 points, de 9 rebonds, de 6 passes à 8 sur 22. Mais on a senti un mauvais Kevin Durant. Je parle même pas d'un petit, on a un mauvais Kevin Durant. On a vu un très mauvais Kevin Durant, on le dit. Alors certes, les stats sont en trompe-l'œil, mais avec ces joueurs tellement forts, ils arrivent toujours à masquer les manques avec des stats comme celle-là. Et puis il a eu beaucoup la balle, on l'a beaucoup cherché, beaucoup trop à mon goût. Beaucoup trop à mon goût. Il n'y a pas un gars, Klay Thompson, à opposer par hasard? J'ai trouvé un langage corporel assez dégueulasse. J'ai trouvé une sélection de tirs très très mauvaise dans des moments où ils étaient un petit peu dans le dur. Un lancer raté important à un moment. C'est ça, j'ai pas trouvé un bon Kevin Durant. Cette année, on a beaucoup loué sa défense. Je l'ai pas trouvé bon défensivement. Il a été incapable. On se souvient l'année dernière, en finale, il avait été capable d'aller challenger LeBron défensivement. Ça n'a pas été le cas ce soir. Non, j'ai trouvé un Kevin Durant un peu hors sujet. Un peu hors sujet. Et dominé. Et dominé. Et je suis surtout très curieux qu'on ait beaucoup insisté pour lui. Il y a cette histoire de passage en force qui est revue par les arbitres. On lui donne finalement de lancer franc. Il s'en sort très très bien. Alors, une fois qu'on regarde la vidéo, et c'est pour ça que c'est la limite parfois de la vidéo. Parce qu'il y a alors quand tu regardes la vidéo, effectivement, tu ne peux que te fier à la règle et être à la ligne près, à la virgule près. Et effectivement, la virgule près, LeBron James n'est pas complètement en place. Il slide un peu, il est de côté. C'est ça qui siffle. Hein. C'est ça qui siffle. Par contre, à vitesse réelle, le choix est mauvais de Kevin Durant. Il va trop loin. Il va beaucoup trop loin. Il va beaucoup trop loin. C'est pas maîtrisé. Et moi, à vitesse réelle, et par rapport à la comment c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Momentum, je sais pas. Ouais, par rapport au momentum, mais même par rapport à la logique du moment.
je donne passage en force et je donne du crédit à la défense des Cavs. D'ailleurs, c'est ce qui est décidé en premier lieu. Et oui, mais parce que c'est bien des fois, parce que des fois, ton premier feeling, c'est aussi le bon. Et là, j'ai l'impression que Ken Bauer, même s'il a hésité, c'était le bon moment. Après, effectivement, avec la vidéo, on voit qu'il slide un peu, mais je pense que la logique du jeu, l'esprit, voilà, aurait voulu que les Cavs soient récompensés d'un passage en force. Alors parlons vite fait des arbitres avant de parler de Steph Curry. C'est vrai que sur ce moment-là, on sent qu'il y a un énorme choc. Pour moi, Kevin Durant va trop loin. Il a son petit tir à mi-distance sur sa main gauche qu'il maîtrise parfaitement. Il en a raté quelques-uns, mais ça peut faire partie du jeu. J'étais persuadé qu'il allait s'arrêter. Et il va au bout de son action. Pour le pire, parce que LeBron le voit arriver, mais à 10 km. Alors oui, il est un peu en mouvement, mais il est bien placé. Il est de côté, mais je veux dire, il arrive de face à KD. Et l'arbitre, face à LeBron, lui, dès le début, on le voit commencer à siffler ça et à siffler donc faute sur LeBron. Donc c'est pour ça, donc il y a Ken Bauer, l'arbitre derrière, qui dit passage en force. Derrière, ils vont revoir tous ensemble et ils décident de donner faute. Et là, on arrive à parler des arbitres un peu. Beaucoup d'entre vous disent qu'ils sont très mauvais. Alors, je ne sais pas si c'est juste sur cette action ou si c'est sur l'ambiance générale de ce match-là, mais c'est vrai qu'on a l'impression, sans dire qu'ils ont complètement fait tourner le match, parce que je pense que ça se joue plus tard, avec J.R. Smith, et on en a déjà parlé. Mais en tout cas, ils ont donné une cartouche en plus aux Warriors. Moi, je suis assez surpris pourquoi ils vont voir review. Parce qu'il y a deux arbitres qui ne sont pas d'accord. Ouais, je crois que c'est ça. Et dans les 2 dernières minutes, tu as le droit. Et c'est très rare de voir cette action. D'habitude, c'est pour les mains touchées d'un et Nicolas Batum a dit sur Twitter que ça lui est déjà arrivé à Charlotte cette saison. Donc ça arrive en NBA. Après, si on se... Enfin, maintenant, vous nous connaissez, vous savez qu'il y a la règle pure à lire. Effectivement, alors il y a toujours les gendarmes de l'NBA qui aiment bien que le règlement soit fait à la lettre. Hein. Ça, ils se sentent beaucoup mieux. Moi, je suis plus quelqu'un dans l'émotion, je suis plus quelqu'un sur le ressenti, dans le feeling, poivrer un petit peu les choses, tu vois, mettre un peu de saveur. Et pour moi, la saveur, c'était de donner passage en force. Il y avait plus de points Cavs en plus. Voilà, parce que le feeling du match aurait dû être celui-là. Après, maintenant, effectivement, oui, alors il slide, il est de côté. Mais s'il y a un arbitre qui siffle passage en force, c'est pas non plus pour rien. Moi, j'ai l'impression qu'il y va tête la première, qu'il force un chouille, qu'il force même beaucoup. Bref. Moi aussi, j'aurais sifflé passage en force. Le match aurait certainement été autre. Après, n'oublions pas que George Hill a le lancer franc pour gagner. C'est pour ça. Parce que ce qui est dingue dans ce moment, c'est que donc il y a 2 lancers pour KD, il met les 2 belles filoches. Derrière, LeBron met encore un lay-up incroyable sur Draymond Green, magnifique. Et derrière, il y a Steph Curry qui met ce tir clutch. Mais vous savez quoi, Steph Curry? Je crois que c'est notre MVP du match, donc on va en parler dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Stephen Curry, MVP. Certains diront oui, certains diront non. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, on a débattu, il y a eu plein de choses. Ouais, on en a beaucoup débattu. On aurait pu mettre LeBron. Mais LeBron a perdu et on a du mal quand même à mettre des mecs qui perdent un match MVP de ce même match. Donc on aurait pu parler d'autres mecs. Klay Thompson, on en parlera dans 30 secondes. Mais voilà. Notre ami Steph Curry, envoie-moi les stats, s'il te plaît, mon polo. A été très fort. 29 points, 8 passes, 5 rebonds à 11 sur 22. Il fait une première mi-temps d'anthologie. De grand niveau. De grand niveau. Avec Erwan, on s'est posé la question dans le live à 22h sur Facebook. Est-ce que c'est son année? Est-ce qu'il sera MVP? La première mi-temps, clairement, c'est une mi-temps d'MVP. Hein. C'est une mi-temps de MVP. Clairement, je vois juste un commentaire. LeBron MVP? Non. Bah si, sur le match, c'est le meilleur joueur. Mais nous, on a envie, un petit peu comme font les Américains, de prendre un MVP gagnant. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, le but, c'est de gagner des matchs. Parce que si c'est que faire des stats, il faut faire de l'athlétisme. Donc évidemment, LeBron a été le meilleur joueur du match. Mais notre MVP, pour nous, c'est Steph Curry. Parce que cette première mi-temps exceptionnelle, de gestion, de justesse, d'adresse. On a ce panier au buzzer à la fin de la première, facile, hein. à la fin de la première temps. Alors que son équipe est pas spécialement bien. C'est lui qui les maintient à flot. D'ailleurs, c'est encore une belle interception de J.R. Smith, bien ratée, qui coûte derrière 3 points. Bravo, mon grand. Et donc après, on a débattu parce que je l'ai trouvé un peu plus discret, voire transparent sur une bonne partie du 3e quart-temps. Et il revient sur la fin du match pour mettre ce fameux drive N1 juste après le drive de très haut niveau. Il part très vite, boum, sur sa main gauche. Et Kevin Love, il va pour pas qu'il marque. Alors, quelle que soit la manière, il prend un gros coup dans la tête et il marque le N1. Et derrière, il célèbre un peu. Et j'ai trouvé ce moment, franchement, incroyable. C'est-à-dire que son équipe avait besoin de ça. Ils sont à -2. LeBron est trop fort. Il vient de mettre un layup incroyable. Et lui, il va marquer ce panier-là alors qu'on l'avait un peu oublié. Mine de rien, on se souvient d'un beau tir sur Kevin Love après un cross quelques minutes plus tôt. Mais c'est tout ce qui nous avait donné à manger Steph Curry dans ce match-là, dans cette deuxième mi-temps. Chronologiquement, il fait une super première mi-temps. Il disparaît
troisième, début de quatrième, et puis il revient au meilleur des moments avec notamment ce N1 et ce tir avant. Et puis il est allé trouver un petit peu quelques tirs ouverts il a beaucoup servi Kevin Durant en isolation. Oui, sur des trucs statiques en plus. Et j'ai l'impression que ça leur a un peu cassé le rythme. Alors, je trouve aussi. Je trouve aussi parce qu'il y a un autre mec qu'on aurait pu mettre MVP, mais dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est Klay Thompson. On a été très étonnés de voir que Klay Thompson, qui est quand même à 24 points, à 5 sur 10 à 3 points, à 8 sur 16 au tir, notre ami Klay, très peu servi. À chaque fois qu'il a touché la balle dans la fin de match, il a mis 2 tirs de ficelle. Tu vois, il les a mis direct. Et il n'y a pas eu de bégayation, de bégaiement. Bam, des filoches. Et on a été très étonnés de ne pas essayer de le servir plus souvent. On a préféré jouer sur KD, sur Curry, parce qu'il a touché tous les ballons, et jamais Klay Thompson. On va pas se mentir, Klay Thompson, c'est un formidable joueur, j'adore moi, mais c'est la troisième option de cette équipe. Il y a Durant, il y a Curry et il y a Klay Thompson. Il n'y a pas à rougir, il n'y a pas de honte à ça. Ça n'empêche pas de tourner à plus de 20 points par match et de mettre des cartons de temps en temps et d'être surtout décisif aussi dans des matchs de playoff. Il a montré par le passé et encore cette année. Maintenant, quand Durant n'est pas dans un grand soir, comme ça a été le cas sur ce match 1, quand Stephen Curry disparaît un petit peu de la circulation, comme ça a été le cas sur le troisième quart-temps et le début du quatrième, et qu'on sent Klay Thompson, malgré sa petite entorse du genou. Oui, on a eu très peur d'ailleurs. Malgré sa petite entorse du genou, on connaît maintenant Klay Thompson, on sait qu'il y a des soirs où il touche la balle, il va filocher. Et je crois qu'on était dans ces derniers temps, c'est bien clair. Je crois qu'on l'oublie. Alors, on débattait avec ton pote Lucas aussi, qui regarde des matchs avec nous. Ouais, mais Georgie, le col, limite une stricte, certes. Mais bon, on peut pas lui foutre 2 staggers pour des remontées, on peut pas lui faire des sorties sur des doubles écrans, on peut pas l'amener sur du post-up, on sait qu'il est très fort sur du post-up. Et puis d'ailleurs, quand il s'y remet, on peut pas lui faire des pick and roll, popper, on sait qu'il peut popper vers le cercle à mi-distance, coller à 3 points. Voilà, donc j'ai l'impression que les Warriors, par moment, oublient Klay Thompson, et on a trop insisté aujourd'hui avec Kevin Durant. Et encore une fois, à un moment donné, quand le match se plie, c'est Klay Thompson qui met des ficelles à 3 points. Donc, ça reste une troisième option, mais c'est une troisième option plus supérieure. Quand les mecs sont pas là, mais qu'eux aussi soient capables de se mettre au service de Klay Thompson, comme lui capable de se mettre au service de son équipe. En amont, on revient sur sa blessure. On a eu très très peur. Encore une fois, J.R. Smith. Voilà, il fait vraiment pas exprès. Ouais, il fait pas exprès, il glisse, ça fait partie du jeu. Il finit dans ses genoux. Le genou de Klay Thompson tourne. Vraiment, on a peur, il est par terre, il crie, il va dans le vestiaire, on le voit courir mais boiter. Derrière, il revient courageux et finalement, ça ne l'a pas empêché d'avoir son bras magique. Moi, j'ai juste une crainte, c'est qu'à froid, après la douche, ce soir en rentrant dans son lit, demain matin en se levant, il ait une vraie douleur et qu'il aille faire une radio, une IRM, et qu'on découvre que les ligaments, sans parler de rupture des ligaments croisés, mais qu'ils soient un peu distendus, qu'il ait une petite entorse. Voilà, c'est une petite. Et qu'il soit diminué pour les autres matchs. Ça a tourné, on va pas se mentir, ça a tourné. Moi, j'ai même eu l'impression, alors ça n'engage que moi, j'ai même eu l'impression que ça le gênait un petit peu dans sa course. Alors, il boitait pas à la Willis Reed côté New York à l'époque des années 70, qui avait joué avec une cheville catastrophique. Mais j'ai senti qu'il y avait une petite gêne. Alors, ça l'a pas du tout empêché. De scorer après parce que c'est un mec costaud avec des gros jambons. Mais c'est vrai qu'à chaud, tant mieux il a pu revenir. Maintenant, c'est vrai que demain, on va suivre ça parce que c'est souvent à froid, après une fois que le corps est redescendu à température normale, qu'on voit s'il y a vraiment des dégâts ou pas. Très bien. On a fait le tour sur Curry, sur Klay Thompson. Il y a un dossier très très chaud, celui de Draymond Green sur la fin de match. Mais on va se le garder pour la toute fin de l'émission. On pourra en parler avec vous. Pour l'instant, on passe au top flop, Erwan. Allez. And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Comme l'année dernière, on choisit 3 joueurs ou 3 actions, ou 3, par exemple, il y avait le banc des Cavs l'année dernière. 3 tops, 3 flops, et qu'on va découvrir tous ensemble. Tout de suite maintenant, mon cher Polo, vas-y, envoie les 3 tops. On n'a rien inventé. Steph Curry, c'est notre MVP, donc c'est normal qu'il soit en premier. LeBron a été historique, magnifique, incroyable. Klay Thompson, on vient d'en parler longuement. Erwan, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 tops? Moi, je retiens que les mecs sont au niveau. Je retiens que LeBron James repousse encore une fois. Les stars sont au niveau. Ouais, que les stars sont au niveau. Je retiens que LeBron James repousse encore les limites de l'incroyable, honnêtement. Alors, j'invente rien, tout le monde le dit en ce moment, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le voir jouer, c'est waouh. Enfin, c'est une chance incroyable. Pendant le match, il nous a fait crier quoi 4-5 fois, quand il se stoppe à 3 points à un moment donné, quand il remet son lay-up à la fin. Suite, là, Quand il met son dunk, là, il joue Livingston, il le sort un peu. Il nous a fait à la fin de match, il met un Thomas main droite de ouf. Le contre à la fin sur Steph Curry, quand il commence à se parler, il est tellement haut, bref, incroyable. Donc, bien sûr, LeBron James se voir comme ça. Steph Curry, parce que mine de rien, voilà, cette année, je te posais la question, c'est peut-être cette année-là où il risque d'être MVP des finales. Il a l'air d'avoir envie, il a l'air d'avoir envie, et on peut le comprendre. Et puis Klay Thompson, parce que dans ce rôle de troisième-là, qui ferait péter les plombs
a plus d'un qui voudrait dire je mérite mieux que ci, je mérite mieux que ça. Lui, il reste dans les clous, il défend, il fait le sale boulot, il revient à moitié blessé et il met les paniers. Quand on lui veut bien lui filer les gonfles, et il les met dedans en plus. Donc voilà, bravo. Ça fait trois très beaux tops. Qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter comme ça en mention Draymond Green qui frôle le triple-double quand même. Alors, même si, dans le jeu, très fort. Même si on ne le supporte pas, comme dit Steph Curry en conf de presse, c'est quand même un mec qu'il vaut mieux l'avoir avec lui, quoi, dans son équipe. Est-ce que dans les tops, on ne pourrait pas mettre Tyronn Lue, qui a pris les temps morts au bon moment, qui a fait des choix judicieux, il a laissé. Ouais, bah, il a coaché, mais donc il a bien coaché. Il a laissé Larry Nance avoir du temps de jeu. Il aurait dû clairement enlever Jordan Clarkson. Et d'ailleurs, Jordan Clarkson est dans nos flops. Est-ce que même quand il reste 5 secondes, lui aussi, il n'a pas une part de responsabilité de Moi, je ne crois jamais que les gens ne rentrent pas là. Prends un putain de temps mort, mon gars. Il reste beaucoup de temps avant qu'il fasse la passe. Ouais. Parce que 1 minute 5, par exemple, 1 seconde 5, c'est énorme. Mais il reste 4 oui, mais secondes. Je veux dire, quand il remonte là, on met du temps à comprendre qu'il fait n'importe quoi. Prends un temps mort, rentre sur le terrain, on arrête tout, il reste 1 seconde. Tu peux prendre un tir pour LeBron ou pour J.R. Smith, pourquoi pas, pour qu'il se rachète. Et tenter de gagner le match. Bref, les flops, maintenant, tout de suite, s'il vous plaît. Et là, il y a des gars qu'on va défoncer. J.R. Smith, on en a parlé longuement, mais c'est notre premier flop, J.R. Smith, pour cette action historiquement malaisante, j'ai envie de dire. J.R. Smith est le flop de chez le flop de chez le flop. Faute professionnelle, on va pas se mentir, c'est ne pas, à ce niveau-là, avec l'expérience de ce mec-là, ne pas savoir le score. C'est une faute professionnelle. Ne pas savoir ne pas savoir qu'il te reste un temps mort, on est encore prêt. Là aussi, on est proche de la faute professionnelle. Alors, il n'est pas aidé par Tyronn Lue qui aurait pu prendre un temps mort, mais je suis désolé. C'est inimaginable. En plus, tu es dans une salle NBA, quoi. Tu joues pas dans une salle de promo région, dans le fin fond de la Gironde. Tu vois ce que je veux te dire? Avec des petits panneaux où le score, il est que sur la table de marque. Faut arrêter les conneries. Là, il y a des panneaux partout. Le score, il doit te péter à la gueule. Si tu sais pas, dans un match de finale NBA, alors que tu es en position de pouvoir gagner un match 1 chez les Warriors, si tu sais pas qu'il y a égalité, bon, écoute-moi, mon grand, je sais plus, il n'y a plus rien à faire pour toi. Donc, évidemment, J.R. Smith, on a assez fait le tour. Jordan Clarkson, j'ai envie de te le laisser parce qu'il a été dramatique, dépassé clairement par le niveau. Jordan Clarkson est un jeune joueur qui a du talent, un ancien joueur des Lakers. D'ailleurs, avec Nick Young et Larry Nance, il y a 3 joueurs qui étaient à 2 ans aux Lakers au bout du roulax. Clarkson rentre dans son match, mais comme il est rentré dans ses playoffs, c'est-à-dire qu'on se dit, tu as envie de faire de bonnes choses, tu as envie de jouer ton jeu, c'est-à-dire d'être agressif vers le cercle, de prendre des tirs en première intention, parce que c'est son ADN. Mais tu peux pas faire ça à ce niveau-là. Tu peux pas. Si tu le fais, tu dois être à 17 points à la fin du match. On doit se dire, oh, il est fort, mais c'est pas le cas. Il est à 5 points par match sur les playoffs. Il est calamiteux, il a 30% au tir. Là, il arrive, il prend des tirs comme si c'était une superstar. C'est comme si D. Wade sortait du banc, il faisait ça. Sauf que D. Wade, il a un peu prouvé dans sa carrière. Il a été horrible, il s'est un peu battu en défense, mais ça ne suffit pas à ce niveau d'exigence. Et il a été vraiment nul. Et j'ai été étonné que Tyronn Lue ne le sorte pas. J'ai été étonné que LeBron ne dise pas au bout d'un moment, hé, Coco, redescendre tes grands chevaux, on est en flux NBA, c'est mon moment, c'est pas ton moment pour que tu tentes des tirs incroyables. Je vais récupérer ses stats parce que vraiment, on a été choqués par son niveau de jeu et ses tentatives folles, quoi. Il s'est inventé une vie. Complètement. Il s'est inventé une vie au lieu d'arriver avec un peu d'humilité en se disant ce que beaucoup ont fait. Ouais. Ce que beaucoup ont fait chez les Larry Nance, je vais amener avec mes qualités. Lui, il s'est inventé une vie. Il s'est inventé une vie, il a voulu briller. Bon, bah, il s'est passé tout l'inverse. Il a forcé comme un cochon des choix de shoot assez catastrophiques. Et à un moment donné, il prend 2 tirs d'affilée à 3 points derrière un très court, ce qui donne un lieu à pas Steph Curry. Il était à l'envers. J'ai lu, on met Kevin Durant dans les flops. Ah ouais, mais Draymond Green n'a pas eu d'impact offensif. Ok, non, mais Draymond Green, on va en parler. Draymond Green a eu un impact offensif. Clairement. Il est quasiment à 10 passes. Et puis il met un 3 points à un moment donné qui fait du bien, qui fait la bascule. On finit vite sur les flops. On finit très vite sur les flops. Donc KD est notre 3e flop, on en a parlé tout à l'heure. Il n'a pas été au niveau de LeBron. LeBron a été incroyable. Lui, il a fait un petit match. Et dans son attitude, son body language, il a été vraiment pas rassurant. Il finit quand même à 26 points, 9 rebonds. Mais voilà. Après, ce qui est sûr avec KD, c'est qu'au prochain match, il y a moyen qu'ils soient à 45. Et on lui souhaite, c'est ce qu'on lui souhaite. Et on espère voir un grand KD. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de grands joueurs comme ça? C'est l'excellence. Et aujourd'hui, Kevin Durant a certainement fait, c'est sa 3e finale, son plus mauvais match en finale. Alors, j'ai pas tous les matchs en mémoire dans la tête avec OKC. Il avait été en souffrance contre LeBron déjà. Mais il était plus jeune. Là, je trouve que par rapport au statut qu'il a aujourd'hui, je l'ai pas trouvé inspiré, je l'ai pas trouvé bon dans ses choix, dans la sélection de tirs. On peut être maladroit,
mais je l'ai trouvé un peu à l'envers dans le jeu. Voilà. Très bien. On vous laisse regarder pour la fin ces dernières secondes dans le match qui commence avec LeBron qui met un énorme compte sur Curry et il y a un peu de trash talking entre les deux. Alors ils sont pas derrière, ils ont discuté, mais on sentait que c'était un peu chaud. Apparemment c'est LeBron qui a parlé sur le compte, genre je me la raconte et tout, et que Curry a répondu. Clay était aussi dans l'affaire. Mais derrière il y a cette altercation, on va l'appeler comme ça, entre Tristan Thompson et Draymond Green. Draymond Green, qui sur un lancer franc, fait des mouvements comme ça de pom-pom girl en direction de Kendrick Perkins, qui est en costume sur le banc des Cavs. Derrière, il arrive quand Thompson est énervé sur le tir de Livingstone, parce que c'est les dernières secondes qu'on ne doit pas tirer en NBA, qui met un petit coup vite fait à Livingstone, il est carrément éjecté. Derrière, Draymond Green, et je veux que tu m'en parles, a un comportement, d'après moi, scandaleux. Provocateur et scandaleux. En fait, après le mauvais match qu'ils ont fait, ils devraient faire profil bas. Et c'est le moment qu'ils ont choisi pour se la raconter clairement. C'est ça qui m'a un petit peu gêné côté Warriors. Moi, c'est ce côté fanfaron. Ils ont quand même frôlé la correctionnelle parce que quand George Hill est sur la ligne, je pense que ça bégaye. Quand J.R. Smith prend le rebond offensif, je pense que ça bégaye. Et ils s'en sortent presque par miracle aujourd'hui. Après, la prolongation est parfaitement maîtrisée parce que les autres, ils ont la tête sous l'eau et que finalement, ils se remettent un petit peu dans les clous. Maintenant, dans le comportement... Alors moi j'aime bien le trash talk, attention, maintenant il ne faut pas trop en faire, aller voir Tristan Thompson lui taper, l'applaudir dans la tête, provoquer comme ça. Il a eu une réaction limite contrôlée, parce qu'on connaît d'autres qui auraient pu mettre une droite directe. Tony Brother, l'arbitre qui expulse Tristan Thompson, je trouve que c'est du zèle. Alors les Warriors, c'est ce que explique Kevin Durant en conférence de presse après le match, c'est ce qu'ils font. Eux, ils n'ont pas envie de perdre de ballon, donc ils jouent tout. Il y avait 6 secondes d'écart entre l'horloge des 24 et l'horloge du match. Donc ils shootent tout le temps. C'est ce qui se fait. Alors il y a de la frustration côté Cavs, on peut le comprendre. Maintenant, Draymond Green vient jeter de l'huile sur le feu, alors qu'ils sont passés pas loin de la correctionnelle. Voilà, il faudra faire attention. J'ai peur que Tristan Thompson soit suspendu. Il y a un geste, il lui met le ballon dans la gueule à moitié un bout de bras. Il y a Kevin Love qui se lève du banc, qui pourrait lui aussi être suspendu. On sait qu'il se lève du banc. Phoenix, souvenez-vous. J'espère sincèrement que la NBA fera preuve de pédagogie. Parce que mine on a vu que cette finale pouvait être bien plus serrée et bien plus intéressante que ce qu'on imaginait. Et tant mieux pour nous. Si par contre tu suspends Tristan Thompson et Kevin Love pour un match, tu flingues. Mettez des amendes si vous voulez. Voilà, mettez des amendes, on s'en fout. Faites-les payer, même on participe si vous voulez. C'est clair. On fait un litchi, mais les suspendez pas. Quelques commentaires, Erwan. Il y a un gars dans les commentaires qui est complètement fou, un certain Anthony Goni, qui parle de Draymond Green. Attends, il y a tellement de commentaires qui enchaînent, je peux même plus lire. Draymond Green a fait du trash talking de gamin. C'est dégueulasse. C'est terriblement gênant et insupportable. Apparemment, Anthony Goni, qu'on connaît bien évidemment, c'est un stagiaire, et déteste Draymond Green. Mais c'est pas la première fois qu'il nous le dit. Hein. Oui, mais il le déteste. Alors calme-toi, Anto, ça va bien se passer. Le gars est complètement malade, il est en train d'insulter Draymond Green. D'autres commentaires là-dessus? J'ai rien compris de la danse de Draymond Green. On l'a expliqué, cher Lakers. En fait, il a fait comprendre à Kendrick Perkins qui s'agit beaucoup sur le banc, parce qu'en fait, comme il jouait pas, qu'il était en civil, c'était juste une cheerleader. Voilà. Et par contre, c'est vrai qu'il était tout le temps debout. Perkins, c'était un peu étonnant. On le remarque avec sa grande carcasse. On demande un mot sur David West. Oui, 4 minutes. 2 points. Moi, je l'ai vu un moment dans le vestiaire. Il est en train d'aider, comment il s'appelle, Klay Thompson quand il essayait de courir un peu. C'est bizarre, quand c'est Green qui trash talk, on en fait toute une histoire. C'est Didou Vaillant qui dit ça. Tu es d'accord? Il s'agite beaucoup. Alors moi, vous savez, l'amour que je porte à ce joueur-là, je l'adore. Il s'agite beaucoup après. Il se met aussi, il s'agite beaucoup. Et je crois qu'il est rentré, il est rentré un petit peu dans la tête de Tristan Thompson sur la fin avec la frustration. Après, il faut savoir, on n'enlèvera pas l'idée qu'ils gagnent petit, les Warriors. Ils gagnent petit. C'est pour ça qu'ils doivent. Donc quand tu gagnes petit. Et quand tu gagnes petit, n'oublie pas qu'il y a un match 2 dans pas longtemps, qu'en face, il y a quand même le meilleur joueur de la planète qui vient de t'en mettre 51 dans la gueule. Et que s'il n'y a pas un espèce de mec sorti de l'asile, peut-être que ce match-là, tu ne le prends pas. Donc voilà, il faut. Je pense qu'il y a. Attention à l'humilité, on sait que dans le sport, les retours de bâton, ils sont terribles. Vas-y, je pense que régale-moi. Non, je te régale pas. J'aimerais terminer cette petite partie. J'aimerais que tu me dises ce que tu retiens de ce match 1. Moi, je retiens que finalement, les Cavs peuvent regarder dans les yeux. Les Warriors, alors ça reste qu'un match. La série est longue, on sait que ça peut vite tourner avec les Warriors, mais en tout cas, on pensait pas, et tu étais d'accord avec moi, on pensait pas que les Cavs pouvaient répondre à ce point-là au combat. Donc j'espère vraiment qu'on aura un match 2 du même acabit. Et je pense vraiment que les Cavs doivent s'offrir des money time. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû prendre. S'ils le prennent, il n'y a pas scandale. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de refaire ça sur le match 2? On va voir le retour d'Iguodala. Ça va être quand même
une grosse partie tactique. S'il revient, il va pouvoir s'envoyer sur LeBron James. On sait qu'il peut l'embêter beaucoup. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, les Cavs, on les enterre pas, ils sont au rendez-vous. Moi, voilà ce que je retiens, moi, au contraire, c'est que LeBron est historique, Kevin Love est bon, les Warriors ne sont pas bons, et on l'a dit plein de fois pendant le match, on était tous les deux. À un moment dans la première mi-temps, on se dit mais comment ils peuvent être à égalité alors qu'ils sont nuls. À la fin, ils ont tout pour gagner, ils ont même le rebond offensif à 5 secondes de la fin, et ils perdent. Quand on parle d'équipes qui laissent passer leur chance, j'ai l'impression qu'on est en plein dedans, et on en parle sur chaque série serrée. Les équipes qui ne prennent pas dans les deux premiers matchs, les matchs qu'il faut, derrière, explosent. Regarde. Et j'ai la crainte que les Cavs ont déjà laissé passer leur chance. Voilà ce que je retiens du gamin. Et j'espère me tromper, j'espère avoir une série longue. Ce qui est sûr, c'est qu'ils prennent un coup derrière la carafe, et plus que perdre de peu après prolongation, c'est la manière. J'ai l'impression que moi, ce qu'a fait J.R. Smith, et à la manière de Nick Anderson, quand il rate 4 lancers francs, c'est un match qu'Orlando doit gagner. Et c'est pareil pour Orlando contre les Lakers en 2009, quand contre Nelly rate un layup pour la gagne. Derrière, c'est un match qu'ils doivent gagner, Orlando face à Houston, et derrière, finalement, ils s'en remettent jamais. Finalement, et ils se font sweeper, et c'est très dur qu'ils se font sweeper, et c'est très dur au final. Et là, j'ai l'impression que dans la manière, pareil, perdre comme ça, moi je crois que c'est peut-être la pire histoire des finales NBA, de perdre comme ça. Mais quand je vois le visage de LeBron, quand je vois le visage des gens sur le banc, et je vois derrière la prolongation, comme ils explosent en 5 minutes, ils prennent 17 points. Voilà. Il va falloir reposer les têtes, mais que cette image de J.R. Smith qui fait les choses à l'envers et qui ne connaît pas le score, elle va hanter les Cavs. Après, la meilleure manière d'oublier ça, c'est d'aller gagner au match de là-bas. Tout à fait. Voici, c'était notre petit débrief de ce match. Il est 7h42. Il y en a plein parmi vous qui vont regarder ça tout au long de la journée. Demain, pendant tout le week-end, ce sera sur la chaîne dès maintenant. On va garder ce petit titre qui ne laisse pas présager le vainqueur jusqu'à midi 13h. Et puis ensuite, on mettra la vraie vignette en disant « J.R. Smith, t'es un énorme enfoiré ». Bref, voilà. Merci de nous avoir suivis. On est presque 2000, c'est énorme. Il est quand même 7h du mat. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la nuit blanche ou si vous vous levez avec nous. En tout cas, c'est toujours très agréable d'être tous ensemble pour parler de NBA. On se retrouve dimanche soir à 22h sur Facebook pour un live preview, comme on a fait hier. Et ensuite, à 7h, lundi matin, pour bien commencer la semaine. Et ensuite, on sera parti pour une super semaine de finale NBA. Avant de commencer la Coupe du Monde. Et pour ceux qui sont très chauds, nous, on est à midi, là, en direct encore, pour parler foot. Ah ouais, c'est vrai. Et parler départ de Zizou. Quelle vie! Quelle vie, mes amis. Kevida, merci les amis, c'était très cool de vous avoir, vos questions en direct, c'était très cool, il n'y avait aucune insulte, alors que l'année dernière, on se souvient, il y avait des insultes catastrophiques sur la mer, toutes nos mères en fait, nos 3 mères, on n'avait rien demandé, mais on se faisait insulter. Mais bref, merci à tous de nous avoir suivis, c'était un plaisir, merci Erwan, on est en bonne forme, on va pouvoir faire une sieste avant le foot, tu viens de le dire. Bon week-end à tous. Ciao l'équipe. Ciao. Oh oui, bravo.